Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Sans plus tarder, voici les titres de ce dimanche 27 octobre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de sport. Le Sportel a démarré ce dimanche avec une rencontre organisée autour des Barbades-Juan, l'équipe de football du Souverain. Les fans ont pu rencontrer plusieurs légendes du ballon rond monégasque comme Ludovic Giuly et Andrea Raggi. Nous prendrons ensuite la direction du stade nautique Albert II pour un autre événement sportif ciblé cette fois sur la natation. 200 athlètes européens atteints d'un handicap mental se sont retrouvés pour un meeting organisé par Special Olympics. Les médailles ont été remises aujourd'hui. Nous vous proposerons également de voir ou revoir l'entretien mené cette semaine avec Frédéric Janta. Le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique a évoqué la stratégie de Monaco pour attirer toujours plus d'investisseurs sur son territoire. Et puis nous clôturerons cette édition avec un passage du côté de la foire attraction. Nos équipes ont testé pour vous quelques incontournables. C'est un moment privilégié que les fans de foot ont vécu ce dimanche dans le cadre du Sportel et à l'occasion de la sortie du livre Un prince et des légendes qui retrace l'histoire des Barbades-Juan, équipe et association fondée par le prince Albert II et présidée par son neveu Louis Ducreuet. Une rencontre a eu lieu cet après-midi au Grimaldi Forum. Des visages emblématiques de l'AS Monaco se sont prêtés au jeu de la séance de dédicace, comme vous allez le voir dans ce reportage de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. À sa création en 1980, c'est tout simplement une équipe de copains fondée par le prince Albert II. Au fil des années, de nombreuses légendes de l'AS Monaco rejoignent la bande. L'équipe des Barbades-Juan était à l'honneur ce dimanche, en marge des Sportel Awards, avec la présentation officielle du livre Un prince et des légendes, sorti aujourd'hui et qui retrace plus de 4 décennies d'histoire. À travers ce livre, on a voulu raconter un peu toutes des petites anecdotes et des histoires à propos de certains maillots qui ont pu marquer les joueurs de l'AS Monaco. On a voulu faire un livre un peu différent de ce qui se fait d'habitude pour les histoires de club. On a voulu faire quelque chose un peu à l'image des Barbades-Juan, un peu ludique, un peu humoristique, à la bonne franquette comme on dit. C'est avec des légendes qui ont marqué autant le club de l'AS Monaco, mais autant aussi les Barbades-Juan depuis sa création avec mon oncle. Plusieurs légendes de l'AS Monaco et aussi joueurs des Barbades-Juan étaient présents pour l'occasion au Grimaldi Forum. Les liens entre les deux clubs sont très étroits. On est toujours très heureux de pouvoir participer, de pouvoir venir, de pouvoir faire partie de ces légendes-là. Je crois qu'on a écrit l'histoire d'un club. Le club, bien sûr, est au-dessus de tout. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et perdurer dans des histoires, il faut justement quelqu'un à la tête de ça. Et Louis le fait très bien, il nous rassemble, il nous motive et c'est un vrai plaisir à chaque fois de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager et il ne faut pas perdre ces valeurs-là. Alfred Vitalis, Claude Puel, Marco Simonet, Andrea Raggi et Ludovic Giuly ont participé à une séance de questions-réponses avec le public avant de terminer ce bel événement par une séance de photos et de dédicaces. Et la soirée de remise des prix du Sportel est prévue demain à 19h45. La compétition, on le rappelle, récompense les meilleures séquences sportives de l'année. Et de beaux moments de sport, il y en a eu du côté du stade nautique Albert II ce week-end. Pas moins de 200 nageurs souffrant d'un handicap mental se sont retrouvés pour le meeting européen de natation Princesse Charlène. Nous recevions hier Pierre Van Claveren, le président de Special Olympics Monaco, qui organise l'événement. Et alors que le coup d'envoi a été donné en présence de la Princesse Charlène ce samedi, c'est aujourd'hui qu'avaient lieu les finales. Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Ce dimanche avait lieu le deuxième meeting européen Princesse Charlène, créé par l'association Special Olympics. Cette compétition de natation regroupe les meilleurs nageurs déficients mentaux d'Europe. Pour l'occasion, près de 200 athlètes, issus de 30 pays différents, étaient présents dans les bassins, avec notamment de nombreux nageurs représentant la principauté, dont Clément Colomb, vainqueur d'une des séries de 25 mètres nage libre ce matin, pour qui gagner des médailles était devenu une habitude autant qu'un objectif. Entre le judo et la natation, je les compte même plus à la maison. Moi, je nage depuis longtemps, tout petit, parce qu'on était à l'école en cours de piscine. Il y a plein de moniteurs de piscine. Et mes premiers jeux en natation, c'était moins de 21 ans. C'est ma première, c'est ma deuxième en natation. Avec Mélanie, mon entraîneuse, on s'est traîné en dos, en crawl. Pas trop la brasse, je peux pas parce que je suis blessée.
J'ai des petits problèmes, donc... Un événement qui a demandé près de 14 mois de préparation et la présence de plus d'une centaine de bénévoles pour l'association spéciale Olympics, dont la mission principale est d'offrir aux personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport. Avec un groupe uni, serré, d'amis, on peut faire de grandes choses. Je ne parle même pas des athlètes, vous avez vu nager, eux ne trichent pas, le sport c'est le sport. Donc on avait envie de marquer un peu cette année, ça fait 10 ans qu'on avait fait le premier meeting, donc de revenir 10 ans après, 10 ans dans les jambes aussi, pour certains, pour d'autres aussi, mais toujours aussi de plaisir et un régal. Je reviens sur hier soir, sur la cérémonie d'ouverture, voilà, tous les gens qui ont été là, qui ont fait la cérémonie d'ouverture, sont tous des bénévoles. Les petits toons à nager, aux chanteurs, à Terence, ça va être vraiment... bravo à eux aussi parce que c'est eux qui ont fait aussi ce meeting et je pense que tout le monde est sorti ému. Pourtant le spectacle a été vraiment fait que par des bénévoles. Pour clôturer cette page sport du tennis avec le Tennis Europe Junior Masters dont vous avez pu suivre en direct les 4 finales sur notre chaîne hier. Les espoirs de la discipline se sont affrontés malgré la météo capricieuse sur les cours du Monte Carlo Country Club. Le débrief des finales, c'est tout de suite avec Laurent Orsini et Christophe Paco. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent Orsini. Bonsoir Christophe. On s'est régalé pour ce grand tournoi. À chaque fois on voit des pépites, des découvertes avec 4 grandes finales, notamment la dernière finale hier, avec évidemment pour ces moins de 16 ans une vraie pépite roumaine. Oui c'est vrai, on a vu ce joueur, la pétrie de talent, qui s'entraîne à l'académie à côté de Riccardo Piatti et qui nous a vraiment impressionné par ses qualités et qui a gagné 6-1, 6-0, une finale vraiment à sens unique. Alexandrescu qui deviendra français dans peu de temps, il faudra le suivre. Est-ce que des joueurs comme justement ce jeune Roumain, on peut les retrouver rapidement ici au Rolex Monte Carlo Masters par exemple? Alors rapidement non, parce que la route est longue. C'est des joueurs qui jouent en junior et qui n'ont pas encore attaqué leur circuit professionnel. Donc il y a tout ce chemin à refaire de zéro, c'est ça qui est difficile. Donc de repartir à zéro sur le circuit professionnel et d'arriver dans les, allez, on va dire 100 meilleurs si on veut avoir une wildcard ou être dans les qualifs et dans les 50 si on veut être dans le tableau final. Donc le chemin est long. Qu'est-ce qui leur manque à ces joueurs? C'est encore de se développer un peu physiquement? C'est une force au service? Oui, là on l'a vu, il a des gros points forts, un gros revers, un bon coup droit, service un petit peu léger encore, peut-être par sa petite taille, il faut qu'il s'étoffe physiquement et c'est vraiment là-dessus qu'il peut vraiment progresser sur le service. C'est la découverte 2024, en tout cas ce jeune Roumain qu'on avait déjà vu ici à l'œuvre à Monte Carlo l'année dernière, pas plus tard. Chez les demoiselles, on a vu une drôle de partie. Chez les U16, vous avez vraiment, vous êtes régalé parce que vous avez vu une jeune fille qui a réussi de passer de l'ombre à la lumière. Hein. Oui, c'est vrai, la favorite qui a gagné le premier set 6-0, c'était la même entame de match que la dernière finale, et puis qui s'est un petit peu empêtrée, qui s'est un peu noyée dans ses émotions, qui a laissé son adversaire revenir, qui a gagné 7-6 le deuxième, et malgré tout, c'est une joueuse qui a tout gagné cette année. C'est Kovacevic. Voilà, c'est ça, qui était archi favorite, qui l'a emporté, mais qu'il va falloir qu'elle fasse attention à ce petit problème mental de concentration. De belles performances pour ces jeunes garçons et jeunes filles de moins de 16 ans. Quant aux moins de 14 ans, 100% britannique. Oui, c'est vrai, c'est le doublé, le tennis britannique qui revient à l'honneur. On a vu une belle joueuse et un beau joueur qui, avec des matchs pareils un petit peu à sens unique des deux côtés. Megan Knight pour la demoiselle et Scott Watson pour les garçons. Ici à Monte Carlo, sur ce cours bientôt au mois de février, la Coupe Davis, on en parlait hier avec Mélanie Antoinette de Massy, la présidente, comblée avec des conditions difficiles, on le rappelle hier, sur ce cours de Monte Carlo, le cours numéro 18, bien connu maintenant, puis ensuite le Rolex Master, ça c'est un rendez-vous qu'on ne manquerait sous aucun prétexte sur Monaco Info. On attend avec impatience ce rendez-vous qu'on a tous les ans, on ferait notre petit rendez-vous avec les highlights et les invités comme les années précédentes. Et vivement l'année prochaine pour retrouver les jeunes ici, bien sûr, à Monte Carlo, parce qu'il y a des pépites, il y a de vraies découvertes, il y a des styles différents. On parle de Marcelo Rios, on parle des McEnroe pour les plus anciens, mais voilà, on découvre toujours des talents. Hein. Oui, ça fait plaisir de voir déjà cette jeunesse sur les cours, et ces mini-pros, comme j'aime à les appeler, qui ont vraiment l'attitude, et on a vraiment l'impression que c'est des joueurs professionnels en herbe, et on va voir ce qu'ils vont devenir. On a hâte de revenir pour une 5e année ici à Monte Carlo pour découvrir les moins de 14, les moins de 16 ans, les meilleurs garçons, les meilleures filles. Merci pour ce beau résumé, on a hâte nous aussi. Le ministre d'État Didier Guillaume a reçu mercredi le Conseil stratégique pour l'attractivité. Frédéric Jantas, son secrétaire général, a évoqué avec nous les grands axes de travail en la matière. Une interview réalisée par Christophe Paco. Bonsoir Frédéric Jantas. Bonsoir. On va rappeler le rôle de l'attractivité ici à Monaco. C'est on peut le dire, un de nos piliers quand même ici dans l'économie.
C'est la source en fait de notre économie. Monaco vit grâce à sa capacité à attirer. Quand on voit le PIB monégasque, que ce soit l'immobilier, que ce soit la finance, notamment la finance, le private banking, que ce soit le tourisme, que ce soit le cluster du yachting, quelque part, la réussite économique de Monaco, c'est la réussite de notre activité. Comment rendre encore plus attractif notre principauté dans ce domaine ? La première chose, c'est déjà de se faire connaître. Parce que déjà, nous sommes attractifs. Nous sommes un pays qui avons des bases très stables, une stabilité institutionnelle avec le prince souverain, une sécurité forte, des finances saines. Déjà, il faut se faire connaître. Il faut partir à l'étranger. Il faut, quelque part, que nos cibles connaissent Monaco, identifient Monaco. Aujourd'hui, il y a en Europe majoritairement des gens, des investisseurs qui réfléchissent à où s'installer pour créer de l'activité, mettre un family office, créer une entreprise. Il faut qu'ils pensent Monaco. Il faut que dans nos pays clés, on soit perçu, on soit compris et on soit quelque part accessible. On connaît les qualités de Monaco, la sécurité, le dynamisme culturel, sportif, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la différence ? C'est peut-être des taxes qui sont moins élevées, par exemple, chez nous ? Encore et toujours ? La première chose qui fait la différence pour ces gens-là, c'est la capacité d'accueil. Il faut qu'on soit compétitif sur l'accueil, qu'on ait les bonnes infrastructures pour accueillir ces gens. Je pense notamment en termes d'école internationale, je passe en termes de capacité à accueillir des bureaux, à des family office. Je pense effectivement en termes de capacité numérique pour attirer ces gens. Les gens que nous souhaitons attirer ont changé et il faut que notre politique d'accueil, nos processus, quelque part, notre État et aussi nos infrastructures soient au meilleur niveau, mais surtout au niveau pertinent pour cette nouvelle génération de résidents qui souhaitent venir travailler, créer de l'activité, rencontrer des gens comme eux. Et donc, il faut quelque part, quand les gens arrivent, ils aient l'impression que les infrastructures sont au niveau pour les accueillir, que la communauté est facile d'accès et que tout est fait pour qu'ils puissent s'installer et créer de la valeur de la manière la plus facile et efficace possible. On a parlé de mobilité et aussi d'enracinement. Il ne faut pas oublier qu'on est à la fin d'un grand projet immobilier qui arrive très très vite avec Maréterra. Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le dessus économiquement tout de suite derrière dans votre domaine ? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'attractivité contribue à Maréterra. Maréterra a été un projet exceptionnel pour la principauté qui a revenu des revenus récurrents. Maintenant, il est sûr que nous devons continuer avec nos forces, l'immobilier, la finance, le numérique, le tourisme. Et pour ça, pour quelque part, je dirais, faire fonctionner ces industries, ces secteurs, il faut attirer des gens. Il faut attirer des gens pour l'immobilier, il faut attirer des gens pour augmenter les capacités des banques de gestion, il faut attirer des gens pour les tourismes et des congrès de haut niveau, il faut attirer des gens pour que notre écosystème économique en bénéficie et continue de créer des emplois. La source de tous ces secteurs, c'est notre capacité à attirer des cibles, des investisseurs de très haut niveau, des entrepreneurs, des touristes de très haut niveau et des talents pour faire fonctionner notre économie. D'où l'intérêt de fédérer tous ensemble avec le Conseil stratégique pour l'attractivité. Conseil stratégique pour l'attractivité est quelque part le think tank qui nous aide à penser cette stratégie. L'avantage, c'est qu'il regroupe l'ensemble des forces économiques. Qu'on parle d'hôtellerie, qu'on parle de finance, qu'on parle d'immobilier, qu'on parle des notaires, qu'on parle des avocats, qu'on parle de résidents, qu'on parle du médical, qu'on parle de la sécurité. Tout le monde est représenté au Conseil stratégique d'attractivité. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour penser la stratégie monégasque. La preuve que l'attractivité est centrale, c'est que ce conseil existe. L'ensemble des membres du gouvernement en sont membres. Et il est présidé par son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. Ça montre que la base de notre modèle, c'est l'attractivité. Et quelque part, on la définit tous ensemble, en équipe, pour arriver au résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire une croissance économiquement forte au service de la prospérité du pays. Et on n'oublie pas donc que pour ce Conseil stratégique pour l'attractivité, il y a quelque part une obligation de résultat dans un monde de plus en plus concurrentiel, pour conclure, Frédéric Gintin. Mais déjà, il y a une obligation de résultat pour Monaco. C'est que Monaco ne peut pas grandir, prospérer, avoir cette croissance et maintenir toute sa prospérité et sa capacité sociale si on n'attire pas ses talents, si on n'attire pas ses investisseurs. Donc, quelque part, l'obligation de résultat, elle est évidente parce qu'on parle de l'économie monégasque, on parle de la prospérité du pays, on parle de l'avenir du pays. Donc, on sait qu'on n'a pas d'autre choix et on sait qu'on est sur une matière humaine qui est compliqué. On n'est pas comme des pays qui ont du pétrole, du gaz, ou quelque part du pétrole, du gaz, c'était pareil il y a 50 ans, où aujourd'hui on l'extrait et on le vend. Oui. Nous on est sur une matière humaine qui évolue.
une matière humaine qui est complexe, une matière humaine qui est exigeante. Et on doit s'adapter, être agile, adapter notre stratégie effectivement d'image, d'accueil, de politique publique, d'infrastructure à ces besoins. Quelque part, toutes ces choses doivent servir les besoins de l'attractivité, de nos résidents, de nos investisseurs, des talents, des salariés qu'on souhaite attirer, pour que ça bénéficie ensuite à la prospérité monégasque et pour que ça bénéficie au modèle monégasque. Donc l'ambition de résultat, elle est évidente, parce qu'on parle de l'avenir du pays. Merci Frédéric Ginta d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. La princesse Stéphanie était à Madagascar cette semaine. Nous l'avons suivie au contact de la population vulnérable sur cette île située au sud-est de l'Afrique. Qu'il s'agisse des personnes vivant avec le VIH ou des enfants des rues. À Madagascar, Patricia Navarro, les besoins sont colossaux. Oui, il y a des chiffres très parlants. Madagascar est classé au 177e rang sur 191 pays dans l'indice de développement humain. 75% de la population vit avec moins d'$1 par jour et 51% est en situation d'extrême pauvreté. Cette population vulnérable se retrouve plus particulièrement sous la menace du VIH. Le pays compte actuellement 70 000 personnes contaminées. Au centre hospitalier universitaire Joseph Razeta Befelatana, dans la capitale, le service des maladies infectieuses, dirigé par le docteur Mami, reçoit le soutien de Fightheads Monaco depuis le milieu des années 2000. Madagascar montre qu'il ne faut pas baisser la garde, car si le nombre de contaminations est moins important que dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, il n'en reste pas moins qu'il a triplé au cours de la dernière décennie et le taux de mortalité a été multiplié par 5. C'est un partenariat de longue date, de 14 ans. Et ça aide beaucoup le service et surtout les malades. La nature, c'est, on va dire, un soutien nutritionnel et puis un appui pour les démunis qui ont besoin d'un appui scolaire. Pour mener ce combat, l'aide durable octroyée par Fightheads Monaco a été indispensable au cours de toutes ces années. Plus généralement, des liens d'amitié fidèles unissent Monaco et Madagascar, où la lutte contre le sida est l'une des facettes, mais il y a aussi la lutte contre le paludisme, contre la pauvreté et en faveur de l'enfance vulnérable. La princesse Stéphanie a d'ailleurs tenu à saisir l'occasion de cette visite dans le pays pour aller retrouver une association qui lui est chère. Graines de bitume vient en aide aux enfants des rues. Graines de bitume, c'est fixé un peu comme objectif d'aider les enfants et les jeunes en situation de rue, en situation vulnérable, à accomplir leur projet de vie. Donc Graines de bitume, c'est une structure française qui existe depuis 2000. Donc on fêtera nos 25 ans l'année prochaine. Et effectivement, moi je n'étais pas là à l'époque, mais on a déjà eu la visite de la princesse chez Graines de bitume et on est très honorés qu'elle vienne encore une fois chez nous. Graines de bitume, c'est un véritable espoir pour les enfants de Madagascar. Ce spectacle de cirque monté tout spécialement pour la visite de la princesse est à l'image des valeurs que porte cette association. Le partage, la solidarité dans l'adversité et la volonté d'écrire un autre destin pour les enfants des rues. C'est cet engagement modèle qu'a voulu saluer la princesse Stéphanie, dont l'association Fightheads Monaco a fait de Madagascar l'un de ses principaux pays d'intervention et pays de cœur. Beaucoup d'émotions, comme vous venez de le constater, mais de la joie aussi dans le regard de ces jeunes qui ont reçu la princesse Stéphanie. La présidente de Fightheads Monaco dresse le bilan de ses actions sur le territoire, 17 ans après son premier déplacement dans le pays. C'était la première mission de Fightheads à l'extérieur de Monaco. Et comme d'habitude, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire vraiment que du terrain et d'aller voir les gens et de voir ce qu'on pouvait faire et d'être au contact des gens dans la nécessité et dans le besoin. Et c'est vrai que grâce aussi à la coopération internationale et à notre consul ici à Madagascar, on a connu les associations qu'on suit depuis 20 ans maintenant. Donc j'ai voulu pour les 20 ans revenir les voir où ils en sont, alors qu'on est en contact évidemment avec eux régulièrement, mais de voir leur évolution et de voir que la collaboration avec Fightheads a porté ses fruits et que ça a amené d'autres partenaires, d'autres aides. On a créé une espèce de réseau autour de notre aide, avec Graines de bitume aussi, qui est en relation avec CISAL maintenant. Donc
ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que notre travail, ça a permis aux gens ici de s'unir et de s'entraider pour la même chose et d'aider tous ces jeunes à avoir un métier et à se sortir un peu de la galère et de la misère qu'il y a ici. Alors, vous avez rencontré notamment les bénéficiaires et les encadrants de l'association CISAL. Vous êtes rendu au centre universitaire d'Antananarivo. Vous avez écouté, vous avez échangé, vous partagez. C'est ça votre méthode. Hein. Vous capitalisez sur ce qui se fait et sur le partage d'expérience entre ce qu'a fait aussi Fighteds Monaco et les autres associations. Oui, je pense qu'il faut, dans cette lutte contre le sida et aussi l'insertion et d'aider ces gens ici qui sont, voilà, on n'a pas le droit de pas fermer les yeux, pas tendre une main. Et je crois que la collaboration, d'être à l'écoute, c'est le plus important. Et d'essayer de trouver des solutions qui sont adaptées à chaque pays, à chaque association. Et d'aider les gens qui se dévouent ici aussi pour aider les gens, de leur donner les outils pas seulement financiers, mais aussi des formations, des outils des idées pour aller de l'avant, pour changer et qu'ils se sentent motivés et pas abandonnés, quoi. Et qu'on est derrière et qu'ils ont des questions ou des besoins, on est là, quoi. Et c'est important aussi de venir, qu'ils voient que l'implication n'est pas que derrière un ordinateur, un mail ou une chose, qu'on est là et qu'on est là pour eux aussi. Une interview à retrouver sur le site et les réseaux sociaux de Monaco Info. Cela fait maintenant 10 jours qu'elle divertit les petits comme les grands sur le port Hercule. Je parle de la foire attraction où nous rejoignons Émilie Rousseau au milieu des manèges et stands gourmands. On le constate autour de vous, Émilie, le public est bel et bien au rendez-vous et encore plus en cette période de vacances scolaires. Oui, comme chaque année à la même époque, de nombreux visiteurs sont venus ici à la foire attraction à la recherche de sensations fortes ou tout simplement pour une pause gourmande. Avec Camille Caloni et Alexandre Gougassian, nous sommes allés à leur rencontre et nous avons aussi recueilli le témoignage des forains pour connaître la raison de ce succès. C'est le rendez-vous familial par excellence, celui où l'on rit, on crie, on s'amuse et où l'on passe du bon temps. Et ce n'est pas les jeunes qui nous diront le contraire. La foire, c'est quelque chose où on doit s'amuser et en plus ça tombe pendant les vacances donc on peut venir souvent. C'est là où on passe du temps avec les amis, là où on recherche des attractions à sensations fortes et où on peut gagner des choses. C'est incroyable, j'adore, c'est trop cool. People having fun, screaming the whole time and just having fun here. Pour moi la foire, franchement c'est un truc où on s'amuse, en plus on est jeune, on peut faire plein de manèges. Franchement, j'aime trop la foire. Moi, j'ai gagné ma peluche de l'OM et je suis content, je suis trop fière. Un enthousiasme débordant que les forains prennent comme une marque de reconnaissance. Certains d'entre eux viennent en principauté depuis des dizaines d'années. Ils ont vu grandir cette génération qui vient aujourd'hui, avec ses propres enfants, profiter des manèges et autres plaisirs sucrés. Pour nous, de revenir à Monaco chaque année, c'est un privilège, d'une part. On est tellement habitué d'être accueillis, tellement gentiment, agréablement. Et vous savez, la foire, c'est le moment le plus festif de l'année pour les enfants. Ils trépignent d'impatience, de joie, de sensation, de venir pendant un mois, profiter de tous les manèges et des confiseries qu'on a ici. Et pour profiter pleinement de cet événement, la mairie de Monaco, organisatrice de la foire attraction, est très vigilante sur la sécurité. On vérifie que tous les manèges, tous les stands soient bien contrôlés, bien assurés, que tout a été fait dans les règles de l'art pour assurer la sécurité des participants. Et après, sur le site, on s'assure également, avec des contrôles aux entrées, qu'il n'y a personne qui va représenter un risque pour les autres, ou en tout cas un minimum de risque. Près de 80 stands composent la foire attraction cette année, avec quelques nouveautés et le retour de manèges phares. Si certains s'amusent, d'autres préfèrent regarder au loin. Est-ce que vous seriez capable de faire ce genre d'attraction aujourd'hui? Non. Définitivement, non. Mais nous avons quand même trouvé des téméraires, à l'image de Thierry, qui sait mesurer au Stargate, un cylindre qui utilise la force centrifuge et qui offre des sensations uniques. C'était comment? C'était extraordinaire. C'était une sensation qu'on ne connaissait pas. Suspendu comme ça, accroché à un mur. Jamais fait. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce manège? On a vu que ça tournait vite, on s'est dit, au lieu de boire un coup, on va faire un tour de manège. Voilà, c'est tout, mais c'était extraordinaire.
Nathan, lui, est un habitué des lieux. Il a choisi le Pulsion, situé sur la darse sud du Port Hercule, pour faire le plein de sensations. Chaque année, je le fais. C'est amusant. Habituellement, je le fais avec des amis. Là, ils sont partis. Sinon, ça va. Confiant. On te laisse monter et on recueille ton témoignage après, d'accord? Alors, c'est un genre d'éolienne. Quand on le voit tourner, un petit peu comme une hélice, il fait 45 mètres de haut. Il tourne à peu près à 13 tours minute. Ça fait 21 mètres secondes. Il y a 5 G positifs, 1 G négatif. Il y a une belle sensation qui ne rend pas malade normalement. C'est en effet l'effet inverse que l'on voit sur le visage de Nathan à la sortie de l'attraction. Nathan, on t'a vu très à l'aise. Ouais, ça va, j'ai l'habitude. Ça fait 2-3 ans que je le fais un peu tout le temps. C'est une belle attraction parce qu'on voit la vue. À chaque fois qu'on est à l'arrêt, à la fin, on profite. C'est que du plaisir l'attraction. Raconte-nous un petit peu les sensations qu'on a. La première fois qu'on le fait, souvent on ressent des picotements. C'est un peu normal, puis on nous stresse un peu et là, après on prend l'habitude. C'est marrant quoi. Entre amis ou en famille, la foire attraction reste un moment convivial, un retour en enfance pour certains, le plein de souvenirs pour d'autres. C'était très bien, oui. Il fallait quand même les accompagner, ça bouge beaucoup. Et puis là-bas dans le tunnel, il se renverse un petit peu, alors c'est impressionnant pour elle. Mais c'était très bien. La foire attraction, c'est également les stands gourmands, des incontournables auxquels nous n'avons pas pu résister. C'est un passage obligatoire, la gaufre, pour vous? Bien sûr. Elle connaît, elle vient depuis qu'elle est toute petite. Moi, je découvre, mais c'est toujours délicieux, quoi. Ah oui, c'est le passage obligatoire de prendre la gaufre avec le Nutella. C'est obligé. Et la chantilly. Et la chantilly. La maison Rodi s'installe chaque automne à Monaco, et ce depuis plus de 40 ans. Elle ravit les papilles des clients et a même inscrit à sa carte la gaufre de Monaco, aux couleurs de la principauté. Mais ce n'est pas la seule saveur proposée. Il y a plusieurs parfums, le chocolat, la crème au citron, c'est moi qui l'a fait. Ça plaît beaucoup. Le chocolat maison est indétrônable, c'est celui de ma grand-mère. Ça marche très bien, ouais. À quelques pas de là, une autre maison familiale présente à la foire attraction depuis 74 ans, le stand Michel qui propose sa spécialité. C'est le chichi, le beignet marseillais. C'est un beignet au sucre qu'on peut fourrer au Nutella ou alors avec des véritables rondelles de pommes. Le chichi ici est cuisiné en direct devant vos yeux, 2 minutes 50 de cuisson pour que la pomme soit saisie à l'intérieur du beignet. Et voilà. Nous, on n'a pas été très courageux pour faire les manèges, mais par contre, l'appel de l'estomac a eu raison de nous. Profitez bien et vous aussi profitez de la foire. Elle est ouverte jusqu'au soir de la fête nationale, mardi 19 novembre. Passons à votre bulletin météo avec Gaëtan Lebrun. Bonsoir. Il me semble que la semaine va démarrer sous le soleil. Est-ce que vous nous le confirmez ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Oui, ça y est, on quitte la vigilance orange. C'est le retour du soleil sur la principauté ce lundi, malgré des nuages tôt le matin qui devraient rapidement se dissiper, laissant place à de belles éclaircies en milieu d'après-midi. Concernant les températures, il fera 14 degrés le matin et 21 l'après-midi. L'occasion parfaite pour sortir et profiter enfin des vacances scolaires. Merci Gaëtan et nous fêterons demain la Saint-Simon et la Saint-Jude. Pensez-y aussi, un nouveau podcast sera disponible. Geneviève Berthier recevra l'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville. Dans cet entretien, le diplomate évoquera son rôle particulier de trait d'union entre les autorités de la Principauté et celles de l'Hexagone. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain la présentation Émilie Rousseau à 19h. D'ici là, excellente soirée à vous.